Et bienvenue à tous qui nous rejoignent à la télévision rwandaise. Nous sommes à quelques jours des élections et comme vous le savez, la période électorale dans les pays africains et dans le monde n'est pas toujours la période la plus calme. Alors nous sommes ici ce soir pour discuter, pour échanger, pour savoir comment faire des élections, de la période électorale, une période pour faire un bilan raisonné et pour mieux aller de l'avant finalement. Nous sommes ici avec 4 panélistes, mais surtout avec mon co-modérateur Yann Gouet, qui est chroniqueur à Le Monde et qui est, je dirais, rwandais d'adoption. On peut le dire. Exactement. Alors je vous laisse le privilège d'annoncer nos 4 panélistes de ce soir. D'accord. Alors ce soir, nous sommes avec, à ma droite, l'extrême droite même, Josué Mewenou, qui est journaliste au quotidien La Nation au Bénin. Ensuite, nous avons Jean-Paul Kimonio, qui est un chercheur spécialiste du Rwanda. Alors à ma gauche, à l'extrême gauche, nous avons David Huan, qui est de Côte d'Ivoire et qui est le fondateur et qui dirige Alerte Info, qui est une agence de presse ivoirienne qui est présente dans 5 à 6 pays d'Afrique francophone. Ensuite, et enfin, et pas des moindres, nous avons Albert Runda-Timbourwa, qui est un analyste politique bien connu au Rwanda. Voilà. Merci beaucoup Yann Gouet. Commençons tout de suite et allons dans le vif du sujet. Monsieur David, vous avez, je pense, la chance d'avoir une agence de presse numérique qui parle de toute l'Afrique. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a une tendance des élections en Afrique, si on regarde les élections qui se sont passées peut-être l'année dernière, le Bénin, le Gabon, et aussi les élections qui viendront cette année ou l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une tendance qui nous permettrait d'être un peu plus optimiste? Je pense oui et non, parce que lorsqu'on regarde l'année dernière ou les 5 dernières années, les élections en Afrique, on a quand même eu des cas de violence post-électorale. Je vais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire, en 2010 déjà. Et puis également, on a eu tout récemment au Gabon, en 2016, des violences post-électorales. Certes, il y a des cas, on va dire, d'exception, comme le Bénin ou encore d'autres pays où les élections sont bien passées. Donc, on ne peut pas objectivement se projeter en disant on aura des élections apaisées dans les pays africains, les prochaines années, d'autant plus que les configurations ne sont pas toujours les mêmes. Et si on parle par exemple du Bénin particulièrement, Monsieur Josué, vous êtes originaire du Bénin et l'année passée, on a eu des élections où Monsieur Thomas Boni-Yayi a laissé sa place à Monsieur Patrice Talon sans accroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été peut-être les éléments du succès finalement? Moi, je pense qu'il y a déjà une tradition au Bénin depuis 1990 qui est que les élections se déroulent généralement sans heurts, même si après il y a un peu de contestation. Mais ce qui caractérise en général l'environnement politique au Bénin, c'est le fait que depuis 1990, en tout cas, depuis que le Bénin a amorcé l'étape du renouveau démocratique, on assiste à des élections pacifiques. C'est vrai que élections en Afrique étant, il y a quelques contestations, ça ne manque pas. Mais en général, les élections au Bénin finissent toujours par bien se passer, dans la paix, dans la concorde, dans la cohésion, sans violence, sans bain de sang. Donc je pense que c'est déjà ça qui caractérise un peu le Bénin en matière d'élections, sans oublier que depuis 1990, effectivement, le Bénin est un pays, se réclame un pays démocratique avec quand même pas mal de pratiques qui vont avec. Donc c'est déjà ça l'élément majeur qui caractérise l'élection chez nous. Le calme en général, pas de contestation majeure, parce qu'il y en a toujours par rapport aux chiffres surtout, mais après tout le monde s'entend et ça se passe bien. Donc c'est déjà ça, je vais dire, l'élément majeur qui permet d'apprécier l'élection au Bénin, le calme, voilà. Vous parlez de pas de contestation majeure. Souvent on dit que la contestation ou l'opposition est finalement... c'est une bonne chose pour une bonne démocratie. Docteur Kimonio, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Est-ce que vous pensez qu'il faut un minimum d'opposition et qu'il faut un minimum de contestation, entre guillemets, pour avoir une politique ou un environnement politique sain?
C'est ça le problème hein, avec les élections en Afrique, c'est que soit elles se passent bien comme au Bénin, mais c'est un petit peu une exception. Mais en général, même quand ça se passe bien, les gens retiennent leur souffle. Ça veut dire qu'on passe d'un cheveu pratiquement de la catastrophe. C'était le cas par exemple au Nigeria. Dans d'autres pays, bon, on a parlé de différents pays, mais on n'a pas parlé du Burundi par exemple. Ce qu'on voit, c'est que les élections sont en général des occasions de tension et d'extrême tension dans lesquelles, quelquefois, les pays peuvent basculer. Et un certain nombre d'entre eux ont basculé. On a parlé de la Côte d'Ivoire, on parle du Burundi. On ne peut pas. Bon, un qui n'a pas basculé, mais qui est en train de basculer à cause des élections aussi, c'est le Congo-Kinshasa. Donc en fait, si on regarde un petit peu le bilan, il n'est pas moitié-moitié. Hein. Il est plutôt, à mon sens, relativement sombre. Mais maintenant, au-delà même de la façon dont les élections se passent, la question qui se pose aussi, c'est de savoir des élections, pourquoi ? Si les pays doivent passer à un cheveu d'être complètement bouleversés, de tomber dans la guerre civile, et qu'il y a des élections, et qu'ensuite ces élections ne changent rien dans la vie des citoyens, il faut aussi se poser la question aussi de savoir des élections, pourquoi ? Alors, cette question, je vais la poser à mon cher collègue Albert. Je sais que vous êtes engagé à différents niveaux. Alors, des élections, pourquoi, finalement ? C'est une bonne question parce que les élections, le système démocratique, le système d'avoir des différents partis, c'est dans l'histoire une évolution des systèmes politiques. En Afrique, puisque vous nous avez tous mis dans un même continent, et donc c'est comme si c'était un seul pays, mais on voit qu'il y a effectivement des tendances différentes. Je dirais que les pays lusophones réagissent différemment des pays anglophones. Les pays francophones aussi ont encore une autre tradition. Ce qui veut dire qu'en Afrique, on a pratiquement hérité d'un système qu'on nous a mis à disposition pour que les pays en fassent usage. Mais est-ce que ces pays étaient arrivés à la même conclusion de maturité politique, je dirais, parce que ce que je voudrais dire, c'est que souvent, cette tradition, elle est venue de l'Occident. Surtout, en fait, de l'Europe, même si les États-Unis sont devenus, faisant partie de ce monde-là. Mais ces pays européens sont arrivés à ce niveau-là avec, je dirais, un business model qui a fait qu'ils ont créé une telle valeur dans leur système économique qui ont fait qu'il y a eu plus de gens qui partagent ce bien. Alors, quels sont les éléments d'un modèle à l'africaine En Afrique, justement, c'est que à partir des indépendances, il y a eu des évolutions différentes d'après ce que je disais, les différentes parties en Afrique. Et si on parle, et souvent, jusqu'aux années 90, d'ailleurs, parce qu'on parle des Bénin, mais l'Afrique était encore sous la domination de la guerre froide. Il y avait des pays qui chaque changement était vu comme une menace pour soi-disant l'Occident, et pour d'autres, c'était l'impérialisme qui s'imposait. Donc je veux dire, je crois que chaque scénario a un contexte bien spécifique, et ce serait trop dur, enfin, de faire une généralisation pour tout le continent. Alors parlons du Rwanda. Il y a quelques 2 semaines, on était en train de célébrer Liberation Day, la journée de la libération après tout. Et vous parlez du colonialisme. Alors ici, au Rwanda, quels sont les éléments en fait du modèle à la rwandaise qui pourraient éventuellement être des bonnes pratiques au niveau du continent? Mais il y a le scénario du Rwanda est un scénario extrême aussi, puisqu'en fait le modèle que nous voyons aujourd'hui commence à partir de 1994. Et en 1994, le génocide met peut-être de l'ombre ou nous fait peut-être oublier qu'il y avait eu un processus. Il y avait une guerre qui avait commencé, qui était une guerre de libération, par un mouvement de libération, le FPR, contre une dictature qui était arrivée pratiquement au bord du gouffre. Donc, ce mouvement de libération, c'est le FPR. Et qui, en fait, a trouvé des échos, parce qu'il y avait d'autres partis, d'autres intérêts dans le pays qui disaient, effectivement, c'est peut-être le moment de changer. Mais il y a eu le génocide. Et le génocide a créé un scénario vraiment très particulier au Rwanda, parce que ceux qui ont vaincu la guerre, ceux qui ont vaincu les génocidaires, se sont posés d'abord la question, comment est-ce qu'on va recoller
les morceaux de cette nation, comment est-ce qu'on va faire que demain, et des génocidaires, et des ex-génocidaires plutôt, et leurs enfants, ainsi que les enfants des victimes et les victimes vont pouvoir recoller les morceaux. Alors, il y a eu une voie qui a été tracée, mais surtout, pour dire, le mouvement, c'est bien le FPR qui a gagné la guerre, qui d'un côté a sauvé les victimes, mais qui d'un côté a permis à ce qu'on ne lynche pas les génocidaires, à ce qu'ils puissent recommencer à contribuer à cette société. Ce mouvement est sorti le plus fort. Et les autres acteurs politiques, pour faire une longue histoire plus courte, hein, je veux dire, ont rejoint la vision du FPR. Et le FPR a pratiquement, avec les autres partis politiques, inventé un modèle qui, en fait, je dis, stoppe la politique politicienne parce qu'il fallait monter le niveau de ce pays dans tout. L'éducation, la santé, l'économie et tout ça. Et d'abord, demander à tous les acteurs politiques, que ce soit ça la priorité. Et avec certaines règles qu'on ne peut pas passer pour ne pas retourner en arrière. Exactement. Ça, c'est spécifique au Rwanda. Je ne crois pas que ce soit exportable comme ça, sans ce contexte, enfin, sans comprendre le contexte dans d'autres situations. Mais ce qui pourrait être exportable, par contre, ce serait ce modèle de réconciliation et de d'abord réconcilier, entre guillemets, la nation avec elle-même. Et je pense en Côte d'Ivoire, c'est une question qui a un écho. Parce que finalement, après l'après-Gbagbo, c'était une Côte d'Ivoire qui était, entre guillemets, divisée entre deux groupes. Alors, comment est-ce que cette question de la réconciliation de la nation avec elle-même fait écho en Côte d'Ivoire, notamment? C'est une question qui est actuellement d'actualité. Nous sommes en plein, même 6 ans après la crise post-électorale, dans un processus de réconciliation. D'un côté, d'aucuns disent que la réconciliation a été faite et que les Ivoiriens se sont réconciliés avec eux-mêmes, que tout va bien. D'un autre côté, on a des voix qui s'élèvent et qui remettent en cause la réconciliation, qui estiment qu'il n'y a pas eu de réconciliation, que le pays est aussi divisé qu'il y a 6 ans, que les Ivoiriens se regardent encore en chien de faïence, qu'il n'y a pas de confiance. Donc, aujourd'hui, les acteurs politiques en Côte d'Ivoire sont plus dans cette perspective, on va dire, de réconciliation, mais selon leur propre compréhension. Évidemment, quand on essaie de faire un petit parallèle avec le Rwanda, votre histoire, je pense que l'une des différences majeures qu'on peut noter, c'est que vous êtes parti ici d'un consensus, sur la base d'un consensus. Donc la réconciliation sur la base d'un consensus et non pas de la compétition. Bon, chez nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes toujours dans une approche de compétition et non pas de consensus, non pas de fédérer toutes les opinions, tous les camps. Et c'est peut-être ce qui peut aujourd'hui expliquer les écueils sur cette marche vers une réconciliation véritable. Parce qu'encore, on a des personnes qui sont en prison, des civils, des militaires. C'est vrai, la plupart d'entre eux continuent d'être jugés et tout, mais cela rappelle encore les blessures et voilà, l'après-crise post-électorale de 2011. Donc, je pense qu'on va parler de ce qui se passe après les élections et c'est souvent le plus important, je pense, et le plus capital dans nos pays africains. Mais cette question de la réconciliation nous rappelle aussi que les élections, ce n'est pas seulement choisir les leaders, mais c'est vraiment une question qui touche tous les citoyens au même niveau. Et c'est un peu ça, quelle est la définition de l'acte citoyen aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore des citoyens qui sont engagés? À quel point ils sont engagés? Parce que s'il faut réconcilier toute la nation parce que les leaders finalement sont en conflit, ça pose la question de à quel point est-ce que nos citoyens africains s'engagent? Est-ce que, Dr Kimonyo, vous auriez des éléments de réponse là-dessus? Oui, un des problèmes, c'est que les citoyens sont trop engagés. Quand les citoyens sont trop engagés et que le pays est divisé, est profondément divisé, ça mène à la guerre civile souvent.
Et ce que David disait, je pense qu'il a touché du doigt la question, c'est la question de consensus versus compétition lors des élections. Vous avez un pays qui est déjà profondément divisé, où on apporte un processus électoral compétitif, et notamment les bailleurs de fonds, les organisations internationales insistent beaucoup sur la dimension de compétition des élections. Et bien sûr, quand on a cette association-là d'un pays extrêmement divisé avec un processus électoral compétitif, comme ça, le résultat est pratiquement assuré. Qu'est-ce qu'il faudrait alors? Ce qu'il faudrait, c'est donner moins d'importance aux élections. Parce que là, maintenant, depuis 1990, depuis la chute du mur de Berlin, on met beaucoup trop d'importance sur les élections. En Afrique, on a une démocratie électorale. Et finalement, la seule chose qui est vraiment démocratique, entre guillemets, c'est les élections. Mais les élections qui ensuite déchirent les pays. Donc ce qu'il faudrait, et par exemple, vous avez parlé du cas du Rwanda, d'abord, le cas du Rwanda nous explique que chaque pays est particulier, d'une part. Donc il n'y a pas de leçon qu'on puisse généraliser pour tout le monde, mais la caractéristique du Rwanda, c'est d'avoir cherché un consensus politique. Ça veut dire que ce soit élection avant, pendant et après les élections, des mécanismes institutionnels qui permettent au pays de garder une certaine cohésion en mettant plus l'accent sur les dimensions de consensus politique que plutôt sur les dimensions de compétition et finalement de conflit. Mais au Bénin, par exemple, on a une transition d'un gouvernement à l'autre sans trop de heurts. Ça veut dire que la population est moins engagée ou ça veut dire que les leaders sont capables de lâcher prise finalement sur le pouvoir et de dire, disons, à leurs sympathisants, on va dire, voilà, j'ai perdu avec honneur et je me retire et puis, non pas faire révérence, mais voilà. Non, je pense que, comme les prédécesseurs l'ont dit, chaque pays a son histoire et le Bénin également a eu une histoire. Le Bénin a eu des moments de difficulté avant 1990. Il y a eu le régime révolutionnaire avec tout ce qui a suivi. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous ces éléments-là entrent en ligne de compte dans l'appréciation du comportement du citoyen, du comportement du Béninois lambda, enfin, du comportement également de l'acteur politique béninois. Nous sommes arrivés, je pense, à un niveau tel qu'aujourd'hui, ça va être difficile pour des électeurs, pour les citoyens, pour les populations béninoises, de suivre tête baissée ou de foncer en direction d'un leader ou d'un acteur politique qui appelle peut-être à des actes de violence ou à des choses du genre, qu'il s'agisse d'une période électorale ou qu'il ne s'agisse pas d'une période électorale. Pourquoi? En général, je pense que ce qui caractérise les Béninois, c'est d'abord une certaine paix, même si d'autres l'assimilent à la peur. Je ne sais finalement pas si c'est la paix ou si c'est la peur, mais toujours est-il qu'il y a un comportement, je vais dire, pacifiste de la part du Béninois lambda qui fait que il se donne la peine d'apprécier à son niveau qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, vous voyez parfois au sein d'une même formation politique divers courants de pensée qui s'entremêlent, ça discute. Il n'y a pas forcément le consensus, mais chez nous, c'est la démocratie. Et donc, la démocratie, par principe ou par essence, c'est que la majorité l'emporte. Et donc, lorsque la majorité l'emporte, la minorité se calme, quelle que soit sa contestation, quelle que soit sa rancœur, la minorité finit toujours par se calmer. Donc, nous sommes, je vais dire, dans une sorte dans un schéma de genre pour le moment. Et les transitions se passent sans difficulté parce que, comme je le disais, il y a un système institutionnel qui est en place. Il y a des institutions qui garantissent le fonctionnement de la démocratie béninoise. Vous avez une cour constitutionnelle, comme c'est le cas depuis quelques mois, par exemple, qui est en mesure de casser coup sur coup plusieurs décisions ou plusieurs lois que le gouvernement a envie de prendre pour estimer que cela n'est pas conforme à la Constitution. Vous avez un Parlement qui légifère tout le temps, qui statue. Et donc, il y a tellement d'institutions qui, me semble-t-il, essaient de jouer leur rôle de manière à permettre à ce que finalement la démocratie béninoise ou la vitalité de la démocratie béninoise s'en soit ressentie. Et cette situation-là, je vais dire, déteint un peu sur le comportement du citoyen béninois et l'oblige à garder à l'esprit que ce qui prédomine par-dessus tout, c'est d'abord la démocratie. Et donc, c'est d'abord, je crois que c'est cette démocratie-là que chaque Béninois essaye d'appliquer à travers son comportement.
Ok. Mais si vous permettez, en fait. Vas-y. Non. Mais je voulais simplement dire, il y a les élections, donc la question est à se poser effectivement, comme dit Jean-Paul, est-ce que c'est la priorité, là où sont chaque pays? Mais c'est surtout parce que qu'est-ce qui se passe entre les élections? Parce que si après une élection, les gens qui ont perdu ne deviennent pas une cible après de la majorité qui a remporté, s'ils ne deviennent pas en fait marginalisés, s'ils continuent à faire partie de la nation, normalement, ça augure de meilleures conditions pour les prochaines élections. Ça aussi, ça fait partie des questions qui doivent... C'est ce qui conditionne, c'est justement le comportement des citoyens lambda. Exactement. Je crois que ce qui transparaît au fond du débat qu'on a pour l'instant, c'est qu'au fond, on a en creux deux schémas, deux sortes de modèles différents, avec un modèle qui semble être celui de la plupart des pays d'Afrique francophone, un modèle de démocratie qui est procédural, au fond, les élections, les institutions dont parlait Josué, la Cour constitutionnelle, etc. Et de l'autre, un schéma à la rwandaise qui semble faire un lien direct entre démocratie et gouvernance. Et là, effectivement, je pense qu'il y a moyen de recentrer la question sur, au fond, quel est le sens de la démocratie? Est-ce qu'il faut qu'on la considère comme une fin en soi? Et donc, une fois qu'on a satisfait aux élections, on considère que, même si elles ne produisent pas de guerre, on considère que le modèle convient? Ou est-ce qu'il faut considérer qu'on doit aller plus loin et attendre beaucoup plus de la démocratie, et donc faire le lien entre le schéma électoral et les résultats concrets pour la population? Je pense que le débat peut être recentré à ce niveau-là. Exactement, et je pense que la question aussi, c'est de savoir quel est le rôle, en fait, ou quelle est la place qu'ont les élections et cette période électorale qui, finalement, est peut-être d'une année. Hein, si on regarde ces 12 mois sur un quinquennat, ça fait un 5e ou un 7e du mandat. Finalement, quelle est la place et quelle est la position peut-être de ces élections dans la vie citoyenne, le reste du quinquennat après tout, et le reste du temps, entre guillemets. Mais vous vouliez intervenir? Oui, tout à fait. Pour répondre à votre question, il y a des pays qui sont dans une compétition électorale et politique constante. Par exemple, en Guinée, on sait que les problèmes des élections n'en finissent jamais. Depuis un certain nombre d'années, chaque année, il y a des problèmes d'élections. Il y a des pays comme le Ghana, qui a des élections assez souvent, et chaque fois, avant les élections et après les élections, le pays connaît une espèce de récession. Pas une récession totalement, mais la croissance diminue de façon marquée. Et c'est là où je voudrais rebondir un petit peu sur la question de Yann, le lien entre élection et gouvernance. On a un certain nombre d'éléments, hein. Ce n'est pas seulement nous qui devons répondre ici, il y a un certain nombre d'éléments qui existent. Il y a des sondages qui ont été faits, panafricains. De plus en plus, les populations se désengagent du processus démocratique. De plus en plus d'Africains disent que, oui, démocratie, mais démocratie, on ne voit pas très bien ce que cette démocratie nous donne. Il y a eu un très bon rapport qui est sorti de Mo Ibrahim, à la fin de l'année dernière, et qui montrait, malgré que l'Afrique tient des élections régulièrement, qui se passent bien ou moins bien, mais même dans les pays où ça se passe le mieux, le niveau de gouvernance s'est beaucoup détérioré depuis 2008, en fait. Okay. Oui. Donc, en fait, on se rend compte que malgré cette vague d'élections année par année, la gouvernance, les conditions de vie des populations, c'est vrai, elles sont relativement améliorées, mais beaucoup sont améliorées aussi parce que, à cause du boom des matières premières. Mais, et en plus, la pauvreté, elle, n'a pas vraiment changé. Donc on se rend compte finalement qu'il y a une espèce de vacuité à tout ce processus électoral-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des élections. Il n'y a que 2 pays maintenant, je pense, dans le monde qui n'ont pas des élections, c'est l'Érythrée et Corée du Nord. C'est-à-dire qu'il y a un consensus mondial pour donner une valeur aux élections. Et par rapport à ces élections-là, il faut que nous commencions à réfléchir exactement qu'est-ce que nous voulons de ces élections-là. Et arrêter d'en faire une fin en soi, comme un certain nombre de gens nous poussent à vouloir le faire. Exactement. Et je pense que... Il faudrait peut-être traduire ce que dit Yann aussi, parce que Yann,
on parle maintenant avec une certaine expérience de l'intérieur, et on peut observer cela, mais le modèle rwandais, en fait, ce modèle de consensus, c'est fait parce qu'il y a une élite politique, donc les acteurs politiques, qui à un certain moment se sont dit, notre degré de sous-développement, notre degré de pauvreté et de division est tellement énorme qu'il demande aux élites politiques d'avoir qu'un seul projet de société. C'est prioritaire. C'est de d'abord sortir du gouffre, d'abord parler de réconciliation, d'abord parler d'élever tout le monde à un autre niveau pour qu'on puisse avoir, si on doit avoir des institutions et tout cela, je veux dire, qu'elles soient en fait entendues par des gens qui ont un autre niveau. Et donc il y a un consensus de l'élite politique, des acteurs politiques à ce moment-là, qui offre une autre voie et ne pas être imposé de devoir, soi-disant, avoir le même multipartisme comme il y a ailleurs, la même compétition, la même, etc. Et c'est pour dire aux gens, arrêtons de simplement singer ce qu'on nous demande de faire et trouvons notre propre voie. Et ça c'est le modèle rwandais. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur que veulent dire les élections après tout. Est-ce que c'est avoir des élections juste pour avoir des élections? Nous vous rappelons à vous tous qui nous suivez sur la télévision rwandaise que vous pouvez intervenir, vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions. Le hashtag, c'est Images de l'Afrique, sans fioriture. Et puis, nous lirons vos questions, mais nous allons avoir une très courte page de pub pour vous donner le temps de mettre vos questions et puis nous reviendrons après quelques secondes. Uzazure
Et bon retour, nous sommes toujours sur la télévision rwandaise, sur l'image de l'Afrique et nous avons des journalistes et des professionnels des médias qui sont là et des analystes politiques qui sont là pour discuter des élections. Nous vous rappelons que le Rwanda est à près de 2 semaines avant les élections et cela nous permet de prendre la température et de nous poser la question qu'est-ce que cela veut dire élection en Afrique, non pas seulement en Rwanda mais en Afrique. Alors juste avant la petite page de pub, je vous rappelais que vous pouvez envoyer vos questions et vos commentaires. Le hashtag c'est image de l'Afrique sans rien ajouter. Et puis juste avant la pub aussi, nous avions notre collègue Josué qui voulait intervenir. Je voulais rapidement revenir sur la question de la démocratie en lien avec les élections pour faire observer que c'est peut-être une erreur de penser finalement que des élections qui se déroulent sans contestation peuvent être le seul baromètre d'une démocratie. Et je crois que c'est le cas dans plusieurs pays. On pense que lorsqu'on est passé d'un régime à un autre sans contestation, que tout s'est bien passé, ça veut dire que le pays se porte bien, ça veut dire que la démocratie existe. Je crois savoir que c'est une erreur parce que ce qu'on ne voit pas en dessous, c'est tout ce qui se passe avant et peut-être après même les élections. La période électorale, c'est une période par essence où il y a d'abord la croissance s'arrête un peu. Le pays ne fonctionne plus trop parce que l'attention de tout le monde est focalisée sur les élections, tout le monde est concentré sur la campagne et dans le même temps, il y a une énorme machine de corruption qui se met en branle avant la période électorale que beaucoup ne voient pas venir et tout ça, je pense, joue sur la croissance des pays sans qu'on ne se rende pas compte. Donc, je crois savoir que c'est une erreur de penser qu'on peut s'en tenir à des élections qui se déroulent à bonne date, ou à des passages d'un régime à un autre pour estimer que la démocratie va bien, qu'elle se porte à merveille. Et si vous me permettez, je vais peut-être embrayer sur l'exemple rwandais que je ne connais pas, que j'ai eu le plaisir de découvrir ces jours-ci. Je pense que d'abord, peut-être en tant que citoyen de la région francophone de l'Afrique et peut-être après en tant qu'acteur des médias de la région francophone de l'Afrique, on consomme peut-être quelques clichés préconçus sur le Rwanda parce que on se dit pourquoi c'est Kagame qui est élu tout le temps, pourquoi il n'y a pas un autre président, pourquoi c'est le FPR qui est toujours majoritaire. Et donc, ça laisse croire que ceux qui agitent la thèse de la dictature au Rwanda, ça laisse croire peut-être à la thèse de ceux qui agitent un peu la thèse de la dictature au Rwanda. Mais c'est quelques jours que nous avons eu la chance ou l'opportunité de passer ici dans le pays, de suivre également un peu comment la campagne électorale se déroule. Je pense qu'elle nous a permis d'avoir une autre lecture, une autre image de la situation du Rwanda, de constater que c'est un peuple qui a son histoire, que c'est un peuple qui s'identifie facilement à travers le leadership de son président. Et je crois finalement que ce n'est peut-être pas si mauvais que entre 2 élections, surtout présidentielles au Rwanda, que tout le système ne s'effondre pas parce que le FPR est là, est majoritairement présent, assure un peu, je vais dire, les arrières du pays. Donc je pense que finalement, ce n'est pas si mauvais en soi. Mais alors, est-ce à dire que c'est un modèle qu'il faut prendre systématiquement et aller implémenter? Là encore, je ne serai pas tout à fait d'accord parce que c'est une démocratie à la rwandaise, comme le disait le président Kagame il y a quelques jours en campagne dans une des localités de votre pays. Il expliquait aux populations que ceux qui ne veulent pas comprendre la démocratie rwandaise ne peuvent pas la comprendre. Mais je pense que nous, en tout cas, pour ma part, ces quelques jours que nous avons passés à Kigali et à l'intérieur du pays nous a permis de découvrir d'abord et de mieux en mieux, nous essayons de comprendre et d'intégrer le modèle démocratique rwandais. Je pense qu'on a extensivement parlé de modèle. M. Albert nous a rappelé que finalement, on ne peut pas avoir un modèle one size fits all, pardonnez de l'anglicisme. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus dans les détails et savoir quel serait un modèle efficace pendant les élections et en dehors des élections de démocratie finalement? Quel pourrait être un modèle? Et on a une question sur Twitter de Pac Sidoniquam qui pose la même question. En quoi est-ce que le Rwanda peut être un modèle pour nous, Africains francophones? Je vais donner la parole à M. David qui découvre le Rwanda depuis peut-être 7 jours, je pense. Alors, quels sont les éléments finalement d'un tel modèle africain qui ne serait pas un modèle pour tous, mais qui pourrait éventuellement allier certaines bonnes pratiques qui pourraient être répliquées peut-être même ailleurs?
Parler de modèle, tout de suite, reviendra à dire que c'est attesté, c'est confirmé, c'est validé par tout le monde. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le cas, mais pour ces quelques jours que nous avons passés au Rwanda, je pense que ça nous a permis de comprendre le fondement de la démocratie rwandaise. Je parle de fondement parce qu'il y a un squelette. Je pense pas qu'il faille copier le modèle tel qu'il est, parce que le Rwanda a son histoire. Il y a eu un audit, si j'ai bien pu comprendre l'histoire qui nous a été racontée et qui nous a été montrée également. Il y a eu un audit, une remise en cause, une remise à plat à partir de 1994, et tous les éléments qui devaient être mis en priorité l'ont été. On a parlé de consensus, on a parlé de tolérance. Je pense que ces deux éléments ont été, de mon point de vue, selon l'explication que j'ai eue, le socle, la base du schéma qui a été mis en place pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui à la démocratie à la rwandaise. Donc ce n'est pas venu ex nihilo, ce n'est pas tombé du ciel. Donc on ne peut pas copier et coller ce modèle-là, parce qu'il marche très bien, évidemment. On ne peut pas le copier et le coller à des pays africains francophones ou même ailleurs. Il faut adapter. Il faut adapter. En parlant de la... quels sont les éléments éventuellement qui pourraient être des bonnes idées finalement? Appelons ça comme ça. Justement, s'il y a eu cette remise en cause, s'il y a eu la priorité qui a été donnée à la tolérance, au consensus, c'est parce que c'était lié à l'histoire du Rwanda. Dans d'autres pays, on peut également aller sur la base de cette remise en cause. On peut également aller sur la base de l'intérêt général. Il y a aussi cela. Je pense l'intérêt général qui prime. Je pense que la plupart des pays africains, pas faire de clichés, mais évidemment, la plupart des pays africains ne mettent pas trop en avant, les dirigeants ne mettent pas trop en avant l'intérêt général. Là, ici, il y a eu l'intérêt général qui a été mis en priorité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures? Donc, on pense très loin. On est dans une projection de 20, 30, 50 ans, voire. Donc, ce n'est pas du surplace, ce n'est pas après moi, je m'en fous de ce qui vient. C'est dans une projection. Je pense que c'est ce qui a été fait et c'est ce qui montre la solidité et la vitalité de la démocratie à la rwandaise. Donc, si on devrait dupliquer ce modèle, si on peut parler de modèle, si on peut dupliquer ce modèle, c'est de partir de cette remise en cause à la base. Donc, il y a eu cette remise en cause et il y a eu ces éléments qui ont été la base, c'est-à-dire la tolérance, comme je l'ai dit tantôt, le consensus. On ne va pas dans la compétition. Et même plus loin, quand on parle de majoritaire et tout ça, je pense que cela nous a été bien expliqué. En réalité, le parti dit majoritaire ne l'est même pas dans la gestion du pouvoir. Parce que, selon ce que nous avons pu comprendre, le gouvernement, les membres du gouvernement, et même le parti qui gagne, qui remporte l'élection à 90%, à 99%, bon, disons même à 100%, ne peut pas se permettre d'avoir plus de 50% de postes dans un gouvernement. On n'en est pas encore au 100%, mais finalement, ce que vous dites nous ramène un peu à la définition même de la démocratie, la gouvernance du peuple, pour le peuple, par le peuple. Albert, j'aimerais étoffer ce que mes collègues disent. Et si en 1994, deux nations, deux pays sur ce continent reviennent d'un gouffre humanitaire, je dirais, pour leur société, avec deux partis qui sont très forts. L'Afrique du Sud en 1994, le Rwanda en 1994. Si on les prend en parallèle, on voit que l'ANC, avec la même, je dirais, période au pouvoir, est en érosion comparé à sa propre société, alors que le FPR, au contraire, ne fait qu'augmenter parce qu'il y a eu deux visions différentes de la chose politique et de la chose publique. C'est très important parce que le Rwanda, en 1994, va non seulement
commencé à instituer un modèle de consensus, de tolérance, mais avec tous les instruments qui vont avec, parce qu'il y a eu toute une éducation sur la chose publique. Je veux dire, le Rwanda hérite de recommencer, de relancer les institutions. Parlons-en des institutions. Les institutions, c'est quelque chose d'abstrait, mais en fait, des institutions sont faites par des hommes. Et ces hommes qui sont là-dedans, il faut qu'ils apprennent une certaine éthique de ces institutions. Il faut qu'ils s'accordent vraiment à la lettre. La lutte contre la corruption fait partie de tout cela. Souvent, quand j'ai parlé avec mes collègues, par exemple, des pays francophones, au sujet de la corruption, au début, mes collègues me disaient, mais tu sais, hein, il faut que tu connaisses cet adage, c'est que la chèvre, là où elle est attachée, elle broute autour d'elle. C'est vraiment ce qu'on nous raconte. Et donc, l'air de dire, c'est ça le modèle. Or, au Rwanda, non, on l'a refusé. Il y a, contre la corruption, la justice. Il fallait trouver une justice. Parce qu'on parle de l'Afrique du Sud, il y a aussi eu réconciliation, etc., etc., comme au Rwanda. Mais tout ça, donc, le leadership a vraiment fait quelque chose qui fait qu'on donne de la matière à une certaine vision. Il faut éduquer et les élites politiques jusqu'à un certain niveau pour pouvoir venir avec ce genre de modèle. Et ça demande aux élites politiques d'arrêter une vision politicienne, mais d'avoir un projet de société pour la société. Voilà. Juste pour revenir un petit peu sur la question du modèle rwandais, hein. Moi je suis très réticent à parler de modèle rwandais parce que il faut un minimum de modestie aussi. Hein. D'autre part aussi, je pense que le principal modèle rwandais, c'est de dire que chaque pays doit avoir une gouvernance, un système qui correspond à ses propres problèmes. Mais en même temps, c'est donc ça le modèle rwandais. Ouais, non, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Mais en même temps, le Rwanda aussi est dans un modèle. Et dans un modèle qui dépasse le Rwanda, en fait. Si on prend par exemple les principales caractéristiques de la gouvernance au Rwanda, là je vais te répéter un petit peu Albert et David, en fait c'est la limitation du gain personnel et du gain communautaire pour aller plutôt vers défendre plutôt l'intérêt général. Et ça je pense que c'est ce qui a été fait en 1994 et c'est comme ça que même la classe politique s'est entendue. Il y a des problèmes et tout ça. Essayons de diminuer un petit peu le gain personnel. Quand on parle de gain personnel, c'est notamment la corruption, la surpolitisation, mais aussi le gain communautaire pour plutôt défendre l'unité nationale. Mais c'est un modèle qui existe. Ça veut dire que finalement, le Rwanda, même si ces solutions-là ont été choisies en fonction des difficultés que le Rwanda avait eues en 1994 même, mais c'est aussi le modèle des pays développementalistes d'Asie. Et je pense que... Et c'est là où, par exemple, même nos amis africains, hein, il faut dépasser un petit peu quelquefois l'Afrique. Il faut quelquefois aussi... moi, je peux comprendre, si j'étais africain, je veux que quelqu'un vienne me dire qu'il y a un modèle rwandais, je suis d'accord, mais ça ne passerait pas facilement. Mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les faits, c'est-à-dire en quoi ça consiste, et ne pas simplement s'arrêter sur... des sensibilités un peu nationalistes et tout ça, mais c'est de voir les faits. Et le Rwanda, même si c'est un modèle qu'il a généré de lui-même face aux difficultés qu'il avait eues, finalement, il est tombé dans un modèle plus large des pays développementalistes. Exactement. Et votre commentaire fait écho à ce que dit Christophe Renzao sur Twitter, qui dit « Doit-on s'imaginer que la démocratie doit être à chaque fois adaptée à la situation socio-économique d'un pays ?» Et clairement, c'est le cas. Mais je pense, j'ai parlé de votre caractère de Rwandais d'adoption. Qu'est-ce que vous vivez ici depuis quelques mois déjà. Qu'est-ce que ou quels sont finalement les éléments de cette... alors, on laisse tomber l'idée ou le concept du modèle, on va dire de cette adaptation à la rwandaise. Mais il y a un modèle quand même. C'est le modèle de l'adaptation. Non, oui, mais en fait, on ne doit pas le nommer modèle rwandais. Il y a un modèle développementaliste. Développementaliste, exactement. Voilà, c'est ça le modèle. Mais par ailleurs, les études en sciences politiques qui s'occupent de ces questions-là voient des époques où, dans d'autres pays africains, ces modèles développementalistes ont fonctionné. À un moment en Tanzanie, à un moment au Ghana,
à un moment même en Côte d'Ivoire, même si c'est un peu controversé, mais il y a eu des moments où ces États-là ont eu des moments, des époques de développementalisme. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est complètement étranger à l'Afrique. Alors ça pose la question de finalement la durabilité de ce modèle développementaliste. Pourquoi juste des moments? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, c'est en général, il y a aussi une question d'époque aussi. Donc la plupart de ces modèles développementalistes ont eu cours durant les années 60, un petit peu dans les années 70, mais maintenant, c'était souvent sous l'égide de partis politiques, de partis uniques, de partis États, et ça a apporté d'autres problèmes qui ont finalement fait que les modèles n'ont pas réussi à fonctionner. Oui, enfin, je pense que alors, la question c'était sur mon expérience de... Oui, sur les âmes. Oui. Alors moi, je prolongerai un peu le propos du docteur Kimonyo en disant que, et ça fait écho à la question que vous me posez, en réalité, et c'est une des raisons pour lesquelles, au fond, j'ai été séduit par, alors ne parlons pas de modèle rwandais, parlons de schéma à la rwandaise, faute de mieux. Je pense qu'au-delà des questions de démocratie, etc., le Rwanda incarne quelque chose qu'à mon sens, on ne souligne pas assez. Alors, est-ce que c'est un modèle ou pas un modèle? En tout cas, c'est clairement une alternative à la tendance des pouvoirs qu'on a très souvent en Afrique francophone en particulier, mais pas uniquement, et qui, à mon avis, se résume en trois points, qu'à mon sens, il faudrait souligner particulièrement. Premier point, c'est un très fort, enfin fort en tout cas, un anti-impérialisme assez fort, l'idée que la destinée des pays africains leur appartient. C'est une idée qui me paraît importante, parce qu'en réalité, sans souveraineté, les questions de démocratie n'ont aucun sens. La démocratie ne peut avoir de sens qu'à l'intérieur d'une souveraineté. Voilà, donc ça me paraît essentiel. Donc, la souveraineté, deux, le panafricanisme, qui est également quelque chose qui est très, très, très marqué au Rwanda et beaucoup moins dans les pays d'Afrique francophone, par exemple, et qui là également est une tendance à laquelle faisait référence le docteur Kimonyo. Donc la souveraineté, essentielle pour la démocratie, etc. Le panafricanisme, également important pour effectivement le renforcement des pays africains, parce que évidemment tout seul, on ne va pas très loin. Donc c'est important de penser global, et il me semble que cette pensée-là est très présente au Rwanda, en tout cas beaucoup plus que dans d'autres pays. Et troisième point, et là ça fait écho, encore une fois je reviens sur la question de la gouvernance qui me paraît centrale. Troisième point, une attention à la pauvreté. Parce que si vous faites le tour des discours des médias ou des opinions publiques, des débats politiques dans les pays d'Afrique francophone en particulier, mais pas uniquement. Alors les débats effectivement sont souvent intéressants, souvent riches, mais ils sont souvent théoriques. Et on parle très rarement des vrais problèmes concrets des gens et qui souvent ont trait à la pauvreté. Et donc au Rwanda, j'ai trouvé donc cette attention particulière à une forme de justice sociale, sans laquelle finalement aucune cohésion nationale n'est possible. Voilà. Et vous parliez de la souveraineté. Souveraineté politique, je pense, est la plus simple, entre guillemets. Mais quid de la souveraineté économique? Parce que souveraineté politique sans indépendance économique... Je pense que les deux vont de pair. C'est une question pour les francophones. Ouais, c'est une question qui rappelle... C'est le CFA dont elle parle. C'est une question qui pose en creux effectivement la question du franc CFA. Je pense que les deux vont de pair. Je pense que la souveraineté politique entraîne de fait une souveraineté économique. Et effectivement, si on parle du franc CFA, le franc CFA est un problème, ou plutôt est la manifestation précisément d'une absence de souveraineté politique dans la plupart de nos pays. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important, quand on parle de démocratie, de bien prendre en compte le fait que elle n'est réellement pas possible. Le peuple ne peut pas avoir de pouvoir réel s'il n'a pas la maîtrise de son propre destin. Et donc je pense qu'il faut lier constamment les questions de démocratie, élections, etc. à la question de la souveraineté des États dont on parle. Voilà. Alors la souveraineté des États, oui, mais au niveau du continent, du moins, on a différentes régions qui se superposent finalement, mais on a de plus en plus cette question de l'intégration régionale qui est importante. L'Afrique de l'Est, la CEDEAO est une de ces régions, ou la CEMAC, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on balance finalement, comment est-ce qu'on équilibre cette question de souveraineté nationale et de force nationale peut-être, et la nécessité finalement de coopérer avec les autres, parce que sans les autres, on peut moins, du moins, on ne peut pas rien, mais on peut moins. Non, je pense que les deux ne sont pas inconciliables. D'ailleurs,
D'ailleurs, si les deux notions, souveraineté nationale et intégration, étaient inconciliables, je pense que le Rwanda, qui est très en pointe, effectivement, sur les questions d'intégration africaine avec la présidence d'ailleurs du Rwanda dès 2018, donc ne marcherait pas. Donc, je pense que les deux sont tout à fait compatibles. Mais c'est pas le même registre, en fait. Je veux dire, l'intégration, ça fait partie. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Enfin, je veux dire, je sais que les partis qui veulent sortir de l'Union européenne ramènent ça, mais je veux dire, on en est arrivé là parce que ces pays étaient souverains. Donc, c'est pas ça vraiment le vrai problème. La souveraineté ici, c'est souvent versus l'impérialisme. Oui. C'est surtout, en fait, vis-à-vis oui, voilà, en dehors du continent. Mais je veux dire, sur le continent même, la souveraineté nationale s'intègre tout à fait avec l'intégration des régions. D'accord. Oh, excusez-moi. Et au contraire, l'un renforce l'autre. Parce que quand on parle de souveraineté économique notamment, on a parlé du franc CFA, mais il y a aussi le problème de la dépendance à l'aide, qui est un problème fondamental de souveraineté économique. Et un pays comme le Rwanda, qui est profondément enclavé, s'il veut se débarrasser de la dépendance de l'aide, doit collaborer avec ses voisins qui eux, contrôlent ses accès à la mer. Et donc, je pense que pour un certain nombre de pays, l'intégration régionale et l'intégration continentale est une condition à la libération. Pour le Rwanda, par exemple, c'est vraiment le cas. Si, par exemple, nos voisins, finalement, arrivaient à entendre un petit peu ce discours-là, et qu'ils nous faisaient, par exemple, une route pour avoir un chemin de fer jusqu'à l'océan, ça nous aiderait énormément. J'espère que ça viendra. Il y a quelques complications maintenant, j'espère que ça viendra. Mais ça veut dire que, d'une part, mais ça c'est par rapport juste au problème du Rwanda, mais on sait que la plupart des régions économiques africaines, et même continentales, si on veut s'en sortir, il faut d'abord qu'on commence à commercer entre nous, qu'on commence à libéraliser le commerce, le mouvement des travailleurs au sein de notre propre continent. Arrêter les barrières qu'il y a dans le continent. Oui, non, c'est l'une des conditions de la libération. Et je pense que les barrières, par exemple, c'est un des domaines où voilà, l'intégration régionale, ou le fait qu'on a plus de mouvements intra-régionaux, etc., ou même sur le continent, dépend aussi de la décision, disons, active des leaders de nos pays à dire, voilà, nous voulons ouvrir clairement et nous enlevons les barrières tarifaires, non tarifaires, etc., etc. La question est venue notamment hier au Youth Connect avec Paul Kagame qui parlait du visa africain. Donc on a vraiment un rôle qui est clé des leaders au niveau de comment est-ce que ça va se passer au niveau du continent. Alors comment est-ce que, quelle est pas la priorité, mais comment est-ce qu'on on s'assure à ce que nos leaders, ou comment est-ce qu'on s'assure à ce qu'il y ait cette question qui revient, et même au niveau des élections, comment est-ce qu'on s'assure à ce que ces questions de l'intégration régionale, de l'intégration continentale sont mis au premier plan. Et vous parliez de l'Union européenne, par exemple, le Brexit a été une des questions fondamentales, du moins au niveau même électoral au Royaume-Uni. Donc c'est quand même une question qui est importante. Alors comment est-ce qu'on s'assure à ce que cette question est prise en compte? Et finalement, quelle est sa position en Afrique du moins? Oui, mais eux, ils sont déjà blasés de leur système. Nous, on n'a même pas commencé. Je veux dire, il est plus facile pour un Européen ou pour un Occidental d'aller dans n'importe quel pays en Afrique que pour un Africain d'aller dans un autre pays africain. Pourquoi? Oui, non, mais c'est là. Donc c'est pour ça qu'on on doit encore construire tout ça. Mais par contre, ce que je crois qu'on a tendance à j'aimerais bien revenir sur l'idée de l'indépendance, l'idée de la souveraineté. On fait des élections au Bénin. Mais avec le CFA qui reste là, depuis 90, on fait des élections. Qu'est-ce que le CFA reste? Enfin, je veux dire, quand on nous dit il y a une démocratie, mais alors elle est donc limitée, puisque le cordon ombilical n'est toujours pas complet.
Enfin, parce qu'il y a Josué, toujours je pas pense cette que la souveraineté. question est clairement adressée à vous. Non, je pense que Je d'abord- poserai la même question à mon collègue aussi, bien entendu. Non, la C'est question pour l'Afrique du- francophone, la question. La question du franc CFA me semble-t-il est trop importante, trop sérieuse pour qu'on la limite seulement dans le cadre des élections. Nous avons aujourd'hui sur le continent tellement C'est de la barrières. souveraineté, hein, de la souveraineté. Oui, d'abord sur le continent, il faut faire observer qu'il y a tellement de barrières. Il y a des barrières de langue, des barrières de monnaie, tellement de barrières entre les pays. Donc c'est déjà ça le problème. Commencer par lever un peu ces barrières-là. Et la question du franc CFA, je crois que c'est devenu une question prioritaire depuis quelques années. D'abord pour les pays africains eux-mêmes. Comment est-ce qu'il faut parvenir à s'affranchir de cette sorte de domination économique qui continue de les maintenir dans les liens de la dépendance, malgré l'indépendance qui est revendiquée depuis les années 60. Donc c'est une question, me semble-t-il, prioritaire. Alors, est-ce que les dirigeants eux-mêmes ont suffisamment conscience de l'enjeu que représente aujourd'hui la question du franc CFA? Je dirais que oui. Il y a eu, comme on en a l'habitude, beaucoup de sommets, de rencontres sur la question, on en a parlé, on en a discuté. Mais après, qu'est-ce qui est fait concrètement? Lorsque je prends par exemple le cas du Bénin aujourd'hui, vous avez le Bénin qui partage des dizaines de kilomètres avec un pays comme le Nigeria, mais qui ne peut pas véritablement communiquer au plan économique avec le Nigeria parce qu'il y a d'abord la barrière de la monnaie. Le Nigeria utilise le Naira, le Bénin utilise le franc CFA. Il y a d'abord cette première difficulté, à laquelle ça arrive peut-être après la barrière de la langue. Donc me semble-t-il que la question du franc CFA est devenue une sorte de chaîne qui lie les pays francophones et qui les empêche de... On les circoncis, je vais dire, ces pays-là sont circoncis dans une sorte de zone de cocon. Dans une sorte de cocon qui limite leur rapport avec leurs voisins, qui les empêche de... Est-ce que je peux rajouter quand même au fond, il y a le franc CFA, mais même les armées nationales, c'est la même question. Tous les pays francophones n'ont pas de réelle armée à eux. C'est discutable. Je pense que ça, c'est discutable. Ah bon? Oui, c'est discutable. Vous voulez revenir sur le franc CFA et peut-être indiquer, et puis on prendra... Voilà, juste un commentaire simple sur le franc CFA. Je pense qu'il faut bien se rendre compte que le franc CFA illustre aussi en creux la question de la légitimité des gouvernants des pays francophones. Parce que les peuples sont très majoritairement anti-franc CFA, c'est très clair, tandis que les gouvernants sont majoritairement plutôt pour le statu quo. Est-ce qu'ils ont le choix? Ça, c'est une autre question. Là, je fais un constat. Je fais un constat, effectivement, pour illustrer le fait que la souveraineté de nos États est une question essentielle. Quand on voit la dichotomie entre les peuples qui sont clairement anti-franc CFA et les gouvernants qui soutiennent le franc CFA, effectivement, on voit la question de la légitimité de nos gouvernants. Exactement. Un commentaire? Oui, en fait, en ce qui concerne le franc CFA, justement, je pense que le problème n'est pas tant pour les anti-CFA. Le problème n'est pas tant le fait d'avoir une monnaie unique, commune à certains pays de la sous-région ouest africaine, mais c'est le fait que cette monnaie soit arrimée carrément à l'euro. Je pense que c'est là le fond du problème. Le trésor de France. Oui, justement. Et donc, mais sinon, dans le fond, sinon dans la forme, disons, c'est un aspect positif, moi, de mon point de vue. On ne peut pas parler d'intégration dans la sous-région, enfin, entre les pays africains et tout, et puis chacun a sa propre monnaie. Le fait, certainement, de se déplacer pour nous, Ouest-Africains, francophones, de la CEDEAO, d'aller du Bénin en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Sénégal, du Sénégal au Mali, au Burkina Faso, avec la même monnaie, avec la même devise, pour moi, c'est un gros avantage, aussi bien pour le commerce, aussi bien pour tout ce qu'on fait, c'est un gros avantage, mais la critique fondamentale, je pense, le reproche qu'on fait à cette monnaie, c'est qu'elle soit donc arrimée fortement, je pense, à l'euro et que les décisions ne soient pas prises par nos dirigeants. Je pense que c'est là le fond du problème. On peut couper le cordon ombilical et garder une monnaie commune aux pays africains. Et celle-là, ce sera encore positif.
Je pense que ça nous ramène à une question qui est essentielle et qu'on avait commencé juste au début. C'est la question des institutions, finalement. On a des choses qui ont été instituées et quelquefois même héritées de cette période peut-être colonialiste ou post-colonialiste. Et ces éléments qui restent et qu'on maintient malgré, comme vous le disiez, le fait que certains citoyens finalement ne sont ni d'accord et veulent du changement. Mais alors comment est-ce qu'on s'assure finalement qu'on a des institutions qui sont suffisamment fortes pour le pays, pour pouvoir, comme vous disiez, disons, survivre après le dirigeant un tel, mais aussi qu'on puisse avoir des institutions qui puissent être suffisamment flexibles pour s'adapter au contexte national et non pas avoir des choses qui paraissent quelquefois archaïques. Docteur Kimonyo. Il y a quelques années, le président Obama avait lancé une espèce de slogan en disant l'Afrique a besoin d'institutions fortes et pas d'hommes forts. Mais la question que les gens lui ont posée, mais qui crée les institutions? Qui les anime? Parce que finalement, c'est la question de l'œuf et la poule. Mais là, ce n'est pas la question de l'œuf et la poule, hein. C'est la volonté politique qui met en place des institutions, et ensuite, les institutions fonctionnent parce qu'il y a une volonté politique pour les faire fonctionner. Exactement. Et si on revient au cas de l'Afrique francophone, c'est un peu le sujet ce soir. C'est vrai, les pays francophones ont tous les apparats de la souveraineté, mais un des problèmes, pourquoi est-ce que le franc CFA pose problème? C'est vrai qu'il a ses avantages très clairs, que vous avez très bien expliqué, mais il a ses désavantages. Et maintenant, les désavantages qu'il a, c'est le fait aussi qu'il fait partie d'un système, finalement, de déni de la souveraineté, ou alors, mettons, d'une diminution de la souveraineté d'un certain nombre de nos pays francophones. Et c'est pour ça, en fait, que le franc CFA fâche notamment mon ami Albert. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, c'est une question c'est une question de... Pour parler comme j'ai... C'est une question de souveraineté. Et c'est pas seulement une question, c'est pas seulement un débat qu'on a ici à la télévision, hein. C'est un problème maintenant qui se pose de plus en plus. Yann a expliqué qu'il y avait une dichotomie entre les populations et les dirigeants. L'Afrique maintenant connaît la 3e période avec le plus de protestations, de grèves et de mouvements de population. Le premier, c'était pendant les années 60. Le deuxième, c'était au début des années 90 avec la démocratisation. Maintenant, les pays africains ont recommencé à bouger. Parce qu'ils ne sont pas contents du statu quo. Est-ce que c'est positif finalement est-ce que ça présage bon pour l'avenir, ou est-ce que ça risque de déstabiliser encore plus C'est pas très positif parce que ça devrait être positif, mais ce n'est pas très positif parce que les élites n'ont rien à leur proposer. D'accord. Ok. Mais c'est simple que cela. Yann, je crois que j'aimerais rajouter quand même cette histoire monétaire. J'en faisais presque allusion en blaguant, mais c'est la même chose aussi si ces pays, en plus de cela, en plus d'être liés avec leurs biens, donc l'argent, d'être liés par tous ces accords, mais évidemment ces accords sécuritaires, etc., tout ça fait partie que, au fond, quand on parle de démocratie, de quoi est-ce qu'on parle? Tout à fait. Il y a aussi des dimensions symboliques. Un président se fait élire. Le premier pays qui va visiter, c'est Paris. Il y a des... Il y a la France qui a des attentats et un certain nombre de chefs d'État africains se précipitent chez eux. Goodluck Jonathan n'a jamais été dans le nord-est du pays, là où Boko Haram sévissait. Jamais. Mais il a été à Paris. Bon, lui, il n'a pas pleuré comme... Mais il y a le président de France qui va visiter ses troupes qui sont au Mali. Il ne passe même pas à Bamako. Et il va directement à Gao, voir ses troupes, il rentre dans un pays de quelqu'un d'autre. Et l'autre, c'est le président qui doit aller le trouver. Justement, c'est ce que je voulais ajouter. Qui doit aller le trouver là-bas comme si c'était un chef de village. Là. Alors, la discussion devient très intéressante. La Côte d'Ivoire et Gbagbo.
la Côte d'Ivoire et Gbagbo. Alors on va encore une fois vous donner le temps. Je vois beaucoup de commentaires et puis on reviendra là-dessus. On va vous donner le temps de continuer à poser vos questions. Le hashtag c'est celui-là, hashtag image de l'Afrique. Image de l'Afrique, sans fioriture comme dirait mon cher Albert. Et puis on vous retrouve après une très courte page de publicité. rimwe kabiri gatatu Eric Mucyo komeza ubabwire ibyo wacu DJ Paul Muhamya Jimmy komeza ubaye ku ngoma si wacu right twagiye Tumakotsi imirasire idasanzwe hari imisozi hari amatara ni wabo w'abantu niwo nkesha ubuntu ndetse no kubuntu hariya ni iwacu iwacu mu mpera z'umucyo gatera ntabwo iwacu iwabo w'abantu Et nous sommes de retour, toujours sur la télévision rwandaise, toujours l'image de l'Afrique. Et nous continuons à voir vos commentaires sur Twitter avec le hashtag image de l'Afrique. Je veux vous dire que pendant la publicité, le débat était houleux. Mais nous allons vous ramener un peu des éléments qui ont été discutés notamment pendant la publicité. Et notamment une question que mon ami Yann avait. Oui, alors effectivement, il y a quelques semaines, il y a une série de rapports qui ont été publiés par des ONG occidentales dans le contexte électoral rwandais et qui ont fait beaucoup parler d'elles. Et de façon assez intéressante, évidemment au Rwanda, mais également en zone francophone, où effectivement le Rwanda intéresse de plus en plus. Et donc quand il y a des rapports comme ceux-là qui sont publiés, ça alimente les débats dans la zone francophone sur le mode... Finalement, qu'est-ce qu'il faut penser du Rwanda? Alors du coup, effectivement, j'aimerais poser la question à la fois au Dr Kimonyo et à Albert, qui connaissent bien le pays. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces rapports d'ONG qui se succèdent année après année sur le Rwanda? Et aussi éventuellement à nos invités qui ont sûrement eu écho de ces rapports avant de venir et qui ont pu voir un peu comment ça se passe sur le terrain finalement. Je pense que une façon de lire la sortie de ces rapports-là, et ce que ces rapports-là ont dit à cette période-ci, je pense qu'il faut voir un petit peu le background que le pays a avec ce genre d'organisation. Jusqu'à présent, le pays était très souvent sous le feu des critiques extrêmement vives, surtout en période électorale. Et on se rend compte que ces critiques-là, finalement, s'atténuent. S'atténuent parce que finalement, en 2003, 2010 en particulier, les gens sont venus ici, ont vu comment les élections s'étaient passées. Et durant le référendum, les gens sont venus, ont vu comment les élections sont passées.
Et en fait, ce qui se passe, là je vais m'avancer, hein, beaucoup de ces critiques-là se rendent compte que finalement, quelle que soit la façon dont nous gérons nos systèmes électoraux, la question la plus importante, c'est la question de la légitimité politique. Alors, ils viennent ici et se rendent compte que, malgré qu'ils ont de fortes critiques, réserves avec nos propres systèmes électoraux, ils se rendent compte qu'il y a une forte légitimité politique. Et ça a beaucoup désarçonné les critiques, ce qui fait que là maintenant, ils cherchent des voies, je dirais, de contournement pour attaquer le Rwanda. Par exemple, le rapport de Human Rights Watch n'avait rien à voir avec les élections, mais bien sûr, ils ont fait sortir à 2 ou 3 jours du début de la campagne électorale. Donc on sent que c'est une manœuvre politicienne, et surtout qu'en particulier qu'une telle organisation a totalement perdu son crédit par rapport au Rwanda. Donc je pense qu'il faut voir ça un petit peu dans une espèce de bras de fer qui existe entre le Rwanda et ces organisations-là, d'une part, mais d'autre part aussi, prendre en considération l'évolution aussi de l'opinion mondiale aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au Rwanda, et pour ne pas trop me répéter, le fait que finalement ils constatent qu'il y a une forte légitimité politique dans ce pays-ci. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, plutôt peut-être en m'adressant au continent, à nos frères africains, c'est que on a un déficit dans les sources d'information, donc c'est pour ça que je me réjouis que vous êtes ici vous-même, parce que souvent, notre public reçoit des informations de seconde ou de tierces mains, je dirais. Puisque les leaders de l'information, ça va être France 24, ça va être CNN, ça va être... Et eux reprennent en général comme un autre produit de consommation. D'ailleurs, ce qu'ils ont dit aujourd'hui nous fait oublier ce qu'ils ont dit hier, parce que la veille, ils peuvent avoir dit tout à fait le contraire, et donc sans jamais se demander si tout ça tient. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le Rwanda, si aujourd'hui cette opinion a évolué, c'est par la constance des résultats, par ce qui est devenu évident maintenant. Il est bien clair qu'effectivement ce système a une légitimité politique, elle est là, elle est devant les yeux de tout le monde. Et donc moi je dis simplement, c'est que j'espère qu'en Afrique maintenant, de plus en plus, parce que ce qu'on voit d'office et ce qu'on raconte sur le Rwanda, j'espère que de plus en plus on va aller vers ce qui se passe réellement au Rwanda. Mais ça dépend de nos canaux d'information. J'espère que sur ce continent, parce que je crois que des pays comme le Rwanda, ou bien même l'expérience au Bénin, etc., ce sont justement des expériences qui font avancer ce continent. Donc il faut au-delà de, je veux dire, il ne faut pas faire fi de ce que ce genre d'organisations font, mais il faut se rendre compte qu'elles le font dans un certain contexte. Et vis-à-vis du Rwanda, il y a un gros problème, c'est que le Rwanda s'est mis à dos la plupart de ce genre d'organisations, d'ONG, parce que le Rwanda a cherché sa propre voie et qu'ils n'ont pas l'habitude que des pays et que des systèmes politiques le font de façon indépendante, autonome, de leur conseil, de comment, c'est eux qui savent comment est la démocratie, c'est eux qui savent qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le genre humain. Sur ce continent, il y a d'autres expériences. Donc j'espère que le relais passera justement, parce que c'est une saison de terreur que commence avec dit Amnesty, etc. J'aimerais savoir, vous avez peur? C'est votre première fois au Rwanda. Je suis sûre que vous avez vu certains de ces écrits. Et j'aimerais entendre un peu votre ressenti après avoir passé une semaine au Rwanda. On est à 2 semaines des élections. Normalement, c'est la période où tout un chacun met très près son passeport et éventuellement ses éventuels visas. Quel est votre ressenti? Ben, d'abord, j'ai été impressionné positivement. Je pense que ça me fait sourire parce que la sécurité, l'ordre, la discipline, ce ne sont pas des éléments qui font peur en général. Ce sont des aspects qui permettent aux gens d'être rassurés, d'être en sécurité. Donc, voilà, je pense qu'il y a quand même une vraie différence entre ce qui se raconte et ce qui se vit de l'intérieur. Mais
je vais plus loin. Il n'y a pas que le Rwanda qui soit victime en griffe de cette désinformation. La plupart de nos pays africains sont victimes de ce genre de désinformation. La petite expérience, par exemple, des différentes crises, la Libye, la Côte d'Ivoire et tout, à partir de là, je pense qu'il y a quand même une certaine conscience africaine qui a commencé à se mettre en place. Et on ne prend plus trop pour argent comptant tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit, que ce soit par les ONG, que ce soit par les médias occidentaux, on ne prend plus trop pour argent comptant. Donc je pense qu'il y a quand même une remise en cause de temps à autre de ce qui est raconté maintenant. Donc quand on entend ou quand on lit que le Rwanda est une dictature, on se dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En général, les ONG, justement, Amnesty International, Human Rights Watch, pour ne citer que celles-là, n'ont jamais presque fait l'unanimité dans leur rapport. Enfin, de mémoire de ma petite carrière de journaliste, je n'ai pas encore vu de rapport publié par l'une de ces ONG dans un pays africain et tout le monde a applaudi, tout le monde était d'accord. Non, il y a toujours un déphasage avec la réalité parce qu'en général, ce sont des commentaires. Ils ne partent pas sur des instantanés factuels, ils partent sur des présuppositions, sur des oui-dits, et puis on construit toute une... Et on reste toujours dans une certaine logique. Je pense que une ONG, dans leur esprit, je pense, pour rester crédible, il ne faut pas aller à compte courant de ce qui se raconte. Donc ne rêvons pas. Quand ils viennent pour des rapports, pour des missions, ils viendront et leurs rapports iront toujours dans le sens de ce qui se dit de façon générale, y compris par leurs médias. Donc ne rêvons pas. Et c'est peut-être à nous, Africains, d'avoir peut-être une approche un peu décomplexée vis-à-vis de ces jeunes. Je rejoins Albert dans ce sens-là, pour ne pas trop prendre en compte tout ce qui se raconte, pour ne pas trop accorder du crédit à tout ce qui se dit, et puis de rester dans notre voie. Voilà. Exactement. Et je pense que cette question de la nécessité d'avoir des médias de l'Afrique pour l'Afrique, alors ça revient sur ce proverbe que Christophe Linzaho vient de mettre sur Twitter. Tant que le lion ne saura pas écrire, on entendra toujours la version du chasseur. Alors, un média panafricain, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il manque? Si vous permettez, je vais revenir à votre question, mais je vais vous donner un peu de contexte global. Parce que toutes ces discussions-là, il faut les mettre aussi dans un contexte plus global. Les forces qui finalement pèsent sur nous, les différents pays africains. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, il y a une seule voie qui a été assignée au monde entier, à savoir la démocratie libérale, électoraliste, électorale en particulier. Et depuis depuis 2005 et 2008, cette poussée globale pour la démocratie libérale est en plein de reflux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de régions dans le monde qui ne suivent plus trop le mouvement et remettent en cause cet impératif-là. Ce qu'on voit en Afrique maintenant, c'est aussi un peu le même phénomène. C'est vrai, on parle du Rwanda, mais une des raisons pour lesquelles le Rwanda commence à attirer un peu plus d'attention, c'est qu'un certain nombre d'Africains aussi se posent les mêmes problèmes par rapport à leur propre modèle. C'est vrai, il y a des endroits où ça marche bien, on en a discuté, mais maintenant, c'est la démocratie, pourquoi faire? Démocratie alors que la pauvreté continue. La démocratie alors que la désespérance par rapport à la jeunesse qui monte, qui n'a pas de travail, qui se lance dans la Méditerranée pour aller en Europe et tout cela. Démocratie, mais finalement, démocratie, pourquoi faire? Donc, il faut aussi mettre le débat dans des contextes beaucoup plus globaux. Et des organisations comme Human Rights Watch et Amnesty sont les têtes de pont de cette offensive néolibérale des années 90. Et donc, ils sont caducs maintenant? Non, je ne dis pas caducs. Ne nous lançons pas dans ce débat. Est-ce que je peux rajouter une petite anecdote? Dans ces jours-ci, on a beaucoup de visiteurs, donc des médias, et des Européens. Donc, j'ai eu un visiteur, et un de ses commentaires, c'est de dire... Oui, mais on voit quand même
l'armée et beaucoup de policiers, et vous avez l'air très discipliné. Et donc, cette histoire comme si il a voulu presque dire que mais c'est pas la Corée du Nord ici, par hasard. Bon, après, il voit la joie de vivre des gens, etc. Mais donc, c'est aussi ce concept, parce que dans ce modèle développementaliste qu'a choisi le Rwanda, la sécurité des biens et des gens, bien entendu, et la création d'institutions et de créer l'éthique, une institution qui a une histoire, etc. Et effectivement, les forces de l'ordre font partie de ce qui rend le Rwanda souverain, pas simplement vis-à-vis de l'étranger, mais à l'intérieur d'avoir une institution qui soit claire et qui attire, et qui soit normale, et qui soit intégrée, qui fasse partie de la société. Donc, au Rwanda, oui, si nous avons une certaine sécurité parce que nous avons vécu le problème d'attentats, etc. à la Grenade, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des policiers, on voit des militaires, comme on les voit aujourd'hui maintenant en Occident, après les attaques terroristes, etc. Mais au Rwanda, il n'y a jamais d'incidents qui sont créés avec ces militaires. Je veux dire, dans beaucoup d'autres capitales de chez nos frères... Je suis ton dégât. Non, mais nous, on ne les voit plus. Nous, on ne les voit même plus. Ils n'ouvrent jamais leur bouche. Oui. Jamais. Jamais. Donc, ils sont dans le paysage maintenant, quoi. Alors, juste avant qu'on passe, parce qu'il ne nous reste plus que 25 minutes, mais juste avant qu'on passe à certaines questions qui sont venues notamment aux quatre coins de l'Afrique, on a une question qui est revenue sur Twitter de Janine Mounier-Chouri et qui parle de pourquoi continuer à parler de modèle de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une allégeance, mais un certain lien finalement à nos... comment dire Parce qu'ils existent. Ces modèles existent. Est-ce qu'on peut penser à un nouveau modèle, notamment, qui serait basé sur le Swahili Non, enfin, c'est pas la langue. C'est pas la langue, je sais, mais... Les francophones, c'est parce qu'il y a ce cordon ombilical dont ils ne coupent pas. Et ça revient sur cette question de qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir finalement un modèle africain, un modèle qui pourrait fonctionner, parce que finalement, un seul modèle ne pourra pas... La question n'est pas là. La leçon du Rwanda, c'est que chacun trouve son modèle. C'est pas ça. Mais la question qui se pose pour les pays francophones, c'est quand vont-ils avoir leur pleine souveraineté? Ça, c'est une vraie question. Parfait. Alors, nous allons passer rapidement à certaines questions qui sont venues. Peut-être un rapide commentaire avant que nous y passions. Non, je demandais la parole pour revenir un peu sur la question des rapports des organisations et peut-être après sur l'expérience rwandaise qu'on a vécue. Par rapport à la question des rapports qui sont publiés, je pense que c'est de plus en plus, ces rapports manquent de crédibilité parce que, bien évidemment, les populations ne s'identifient pas à travers ces rapports. Des rapports qui sont devenus de plus en plus superficiels et je pense que ces rapports-là ne sont faits que pour justifier peut-être l'existence de ces organisations-là. Et donc, à partir du moment où un rapport est fait sur une population ou sur un pays et que les populations de ce pays-là ne parviennent pas à s'identifier à travers ce qui est dit dans le rapport, je pense que le rapport perd totalement sa crédibilité et peut-être la crédibilité de l'organisation, de l'institution même prend un coup. Pour revenir ensuite à la question de l'expérience rwandaise, donc je vais juste choisir deux petits éléments pour l'apprécier. D'abord, l'adhésion populaire. L'adhésion populaire qu'on a observée, je pense que bon, bien évidemment, on est obligé de parler encore de l'Afrique francophone. Les élections chez nous ressemblent à toute autre chose. Il faut mobiliser, cette petite anecdote, il y a un système en Afrique francophone où on loue l'espace avec les occupants pour venir faire son meeting politique, où on choisit, des gens vous remplissent entièrement un stade, vous venez, vous déversez votre discours et vous partez peut-être après, ça se distribue, les sacs de riz, les sacs de maïs, les bidons d'huile, les billets de banque, etc. Alors, à l'opposé de ce que j'ai pu observer, j'ai constaté une adhésion spontanée des populations. J'ai vu des gens marcher peut-être sur 1 voire 2 kilomètres pour venir assister à un meeting. J'ai vu des populations totalement patientes qui
ont eu une assiduité, une écoute toute particulière. Et puis après, c'est peut-être là mon deuxième élément, il y a également le discours. Le discours, il est précis, il est concis, il est rassembleur, il parle de développement, il n'y a pas d'invective, on n'insulte pas d'opposants, on ne parle même pas d'opposants. Le discours ne parle que développement. Et c'est peut-être là que l'exemple rwandais a quelque chose pour plaire, a quelque chose qu'il faut peut-être essayer, pas peut-être de tricher, mais de copier. Prendre ce qui est positif et peut-être laisser ce qui ne l'est pas parce que ça a forcément des avantages et des inconvénients. Et donc, pour moi, est-ce qu'il faut que les pays africains adoptent un modèle unique de démocratie ou de gouvernance? Je dirais que non, parce que ce qui est fait aujourd'hui au Rwanda, pour ce que j'ai compris, pour ce qui m'a été conté, est issu également de l'histoire du Rwanda. Et donc, chaque peuple a son histoire. Et finalement, je pense que ce qu'il faut pour chaque pays africain, c'est peut-être un modèle ou peut-être un système qui satisfasse les attentes des populations et qui leur apporte tout simplement le développement, sans oublier que cela doit rester en lien avec l'histoire, la culture, les coutumes et les us de chaque pays. Et je pense qu'il faut tout simplement remettre le citoyen au centre des questions liées aux élections. Et pour revenir sur votre anecdote, ici c'est interdit par la loi. On ne peut pas motiver de quelque manière que ce soit la participation aux meetings électoraux ou quoi que ce soit d'autre. Alors nous allons demander les questions. On a certaines questions qui sont arrivées de par le continent et qui posaient certaines questions à nos panélistes. Je ne sais pas si on peut les avoir sur notre écran. Alors, dans la boule de cristal? Peut-être dans la boule de cristal. Alors, la première question, je l'ai ici, même si on ne l'a pas sur l'écran, c'était la question de comment est-ce que le Rwanda se positionne au niveau sud-sud, au niveau de la coopération sud-sud et qu'est-ce qui serait intéressant, en fait, de partager sur ce modèle-là? Quelqu'un serait intéressé pour... Docteur Kimonyo. Oui, le Rwanda, je pense par motivation idéologique, est panafricaniste. C'est une première chose. Mais il est aussi globaliste. C'est-à-dire que le Rwanda est ouvert à toute personne ou tout pays qui est prêt à collaborer avec le Rwanda de façon gagnante-gagnante, de façon tout à fait ouverte. Et le Rwanda sait qu'il a aussi besoin d'autres partenaires que les partenaires africains. Et notamment, le Rwanda continue à avoir des bons rapports avec la plupart des pays occidentaux, d'une part, mais d'autre part aussi, le Rwanda aussi s'ouvre, par exemple, à l'Asie, sans aucun problème. Voilà. Donc, c'est un pays qui se veut ouvert à l'ensemble, sans... Main tendue. Voilà. Sans exclusif. Exactement. Francophone ou européenne ou... Non, sans Et exclusif. devenir l'ami de quelqu'un ne fait pas devenir l'ennemi de l'ennemi de cet ami. Exactement. Ça, je pense que c'est quelque chose à citer. Novella? Oui. Oui, je voudrais revenir sur la question de la coopération sud-sud par rapport au Rwanda et la question de l'ouverture du Rwanda. Je pense que c'est peut-être un péché que le Rwanda commet en ne s'ouvrant pas suffisamment sur certains pays parce que je pense que de la coopération sud-sud, on peut beaucoup apprendre. Je sais peut-être, j'en parle parce qu'il y a quelques mois ou quelques semaines, le chef d'État béninois était en visite, visite officielle et en visite de travail de Kigali. Je pense que ce séjour-là du président de la République du Bénin au Rwanda n'a pas été rien parce que de son retour à Cotonou, je pense qu'il a annoncé un certain nombre de choses qui ont été inspirées de ce séjour-là qu'il a passé à Kigali. Et même aujourd'hui, entre le Rwanda et le Bénin, je crois savoir qu'il y a des échanges de cadres, des cadres rwandais qui actuellement doivent être en séjour au Bénin au niveau de certaines structures et pas des moindres, notamment au niveau du bureau d'analyse et d'investigation qui est logé au niveau de la présidence de la République. Et puis l'autre chose que le président du Bénin a trouvé certainement d'intéressant à Kigali et qu'il va essayer d'appliquer à Cotonou, c'était la question du leasing des véhicules. Je me suis renseigné ici, on m'a fait comprendre que l'État rwandais n'a pas vraiment un parc automobile propre qui appartient à l'État. L'État octroie des subventions à des personnalités, à des cadres de l'administration et de la fonction publique, afin des facilités qui leur permettent d'acquérir leur propre véhicule, ce qui n'est pas le cas forcément en Afrique francophone où un dirigeant qui est nommé installe, je vais dire un peu, son parc automobile sur le dos du contribuable avec toutes les charges qui vont avec. Et donc, après ce séjour-là, ici, le chef d'État béninois a décidé, par exemple, que désormais, le système du leasing des véhicules sera
appliquer au niveau de l'administration publique. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore entré dans sa phase active, mais je pense qu'il finira par le faire. Et donc, il y a des choses qu'on peut prendre dans ce qui est fait ici, essayer de voir comment est-ce que, au niveau de nos autres pays, on peut l'appliquer. Donc, j'en finirai pour dire que la question de la coopération sud-sud, surtout avec le Rwanda, me semble-t-il, doit être un peu plus étudiée. On ne perd rien à venir voir ce qui se fait ici pour voir qu'est-ce qu'on peut y prendre dedans. Alors, juste pour revenir sur José un petit peu, effectivement, le Rwanda s'était beaucoup orienté vers l'Afrique de l'Est pendant un certain nombre d'années, mais maintenant, le Rwanda a rééquilibré un petit peu ses relations et s'ouvre beaucoup maintenant à l'Afrique à l'Afrique francophone. Même à l'Afrique centrale, par et exemple. notamment le Bénin. Le Bénin est un exemple. Voilà. Et l'Afrique centrale, on a réintégré, la CEAC. Et sa contribution aujourd'hui, à travers le président de la République, à l'Union africaine. Exactement, avec la réforme de l'Union africaine. Donc ça reste la même vision, le même état d'esprit de contribuer à ce qu'on ait une Afrique plus intégrée. Smart Africa aussi est une institution dont le siège est ici et dont le chairman est le président du Rwanda, Paul Kagame. L'idée, c'est que pourquoi avoir des barrières? Il faut connecter 1,2 milliard d'Africains. Exactement. Alors, une deuxième question rapidement. Avez-vous l'impression qu'en Afrique, la politique est faite dans l'intérêt des communautés? Sinon, que faire pour y remédier? Je dirais dans nos pays africains, ouest africains, francophones, pas forcément, non, pas forcément. Pour ce qu'on constate, les élections en général ne sont pas orientées dans l'intérêt des citoyens, des communautés et tout. D'ailleurs, ce ne sont même pas des bilans, des programmes, je veux dire, qu'on défend. Ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des projets en général qu'on essaie de mettre en avant. D'ailleurs, chez nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis plusieurs mois et tout, on parle de 2020, nous sommes en 2017, on parle de 2020, on parle de succession, on parle d'alternance, on parle de changement de pouvoir, mais on ne parle pas de programme, on ne parle pas de bilan, on ne parle pas de perspectives d'ici 20 ans, 30 ans, non, on parle de 2020. Qui sera président en 2020 en Côte d'Ivoire? C'est ce qui polarise aujourd'hui la vie en Côte d'Ivoire tout court. Donc, malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On aurait pu parler aujourd'hui de ce qui ne va pas, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'éducation. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Maintenant, on est plus focalisé sur qui va être président en 2020. Et évidemment, cela met en place tout un tas de cocktails, tout un tas d'éléments qui peuvent exploser. Donc ce n'est pas l'intérêt des populations, on ne fait pas de programmes de construction d'hôpitaux, d'écoles, de systèmes de gouvernance carrément. Non, donc je ne pense pas que dans nos pays, pour ce qui concerne en tout cas la Côte d'Ivoire et certains pays africains également, que je connais, l'intérêt des populations soit mis en avant, malheureusement. Mais je pense que les populations, il faut pas non plus désespérer. Il ne faut pas non plus désespérer ou être fataliste. Je pense que les populations ont un réel pouvoir aujourd'hui avec les TIC, les réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une conscience qui se développe et une opinion qui se développe donc à travers les réseaux sociaux, à travers donc ces canaux, et donc qui arrive à faire basculer quand même certaines décisions, qui arrivent à se faire entendre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, encore une fois, l'année dernière, le chef de l'État a dû revenir sur une ou deux décisions, juste à partir de certains tweets et de certains messages sur Facebook. Rien que ça. Rien que ça. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu. Rien que ça. Je prends l'exemple des taxes de douane à l'aéroport d'Abidjan qui avaient été mises en pratique. Donc, sur tous les objets que vous achetez de l'étranger, quand vous rentrez, au-delà d'un certain montant, vous devez payer des taxes. C'était en février. J'avais été même victime
Bon, je m'en souviens très bien parce que donc j'en ai été c'est victime. Exactement. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. D'où le Je ne message suis est pas sur les parti. réseaux sociaux, donc malheureusement. Et donc, justement, cette mesure impopulaire donc, a été très vite levée parce que les réseaux sociaux, les citoyens ont exprimé leur mécontentement et parce que tout le monde était concerné, que tu sois pro ou anti-pouvoir, tout le monde est concerné par cette mesure. Tu viens avec une bouteille de champagne, tu viens avec une plaquette de chocolat et tout. Tu dédouanes, enfin, tu payes des taxes de douane à l'aéroport, c'est-à-dire des effets personnels. Et ça, ce sont les décisions qui ont été revues. Il y a également eu, bon, c'est vrai que ça a été suivi de manifestations, de violentes manifestations, la hausse des factures d'électricité. Mais le mouvement est parti sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, il y a une opinion qui s'est créée, il y a cette force, on va dire, au niveau des citoyens, qui peut faire changer, oui, bien sûr, qui peut faire changer les choses. Donc, amener les politiques à considérer leurs intérêts, à prendre ce qui est prioritaire et non pas à se bagarrer sur qui sera président en 2020, par exemple. Et je pense que ça c'est lié à la question finalement du rôle des citoyens. Les citoyens seront appelés aux urnes et ils le sont toujours. Mais finalement, quel est leur rôle véritable sur comment est-ce qu'ils arrivent à faire influer finalement les débats politiques et non pas juste dire qui sera élu, etc., etc. Et vous vouliez intervenir, Yann? Enfin, oui. Sur la question des citoyens. Bah, je pense que le rôle des citoyens n'a pas fondamentalement varié depuis Adam. Depuis au fond. Les citoyens sont censés être responsables de leur, in fine, de leur destin, et en particulier dans le cas des pays d'Afrique francophone, puisque c'est au fond un peu le débat de ce soir, dans le contexte qu'on a rappelé d'absence de légitimité de beaucoup de nos chefs d'État. Effectivement, il y a un rôle particulier, je crois, qui devrait aller au-delà, même si effectivement les réseaux sociaux aident beaucoup. Je pense quand même qu'il devrait aller au-delà des réseaux sociaux pour essayer de revenir à de la vraie politique. C'est-à-dire poser les vrais problèmes, aller au fond des problèmes, créer des mouvements citoyens, des mouvements civiques, s'impliquer. Voilà, je pense que c'est au fond le défi qui se pose. Mais Yann, est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi que depuis nos pères, il y a quelque part aussi un déficit de l'élite de l'intelligentsia africaine. Je veux dire, parce que beaucoup plus que nos parents, on a eu beaucoup plus accès à toute la connaissance du monde. Et qu'est-ce qu'on en dit, l'élite africaine? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas plus les gens qui parmi nous veulent aller absolument en politique, mais je veux dire, que font l'intelligence africaine? Je veux dire, parce qu'on ne parle jamais de programme, on parle qui va être président, etc. Mais personne ne pose des questions sur pourquoi est-ce qu'on ne produit pas plus d'énergie sur ce continent, alors qu'on est des sources d'énergie. Pourquoi est-ce que ceci, pourquoi il n'y a pas cela, etc. Pourquoi est-ce que l'intelligence aussi africaine reste dans l'entertainment beaucoup plus que de mettre in your face, comme on dit de nos politiciens et de nos citoyens. Parce que nos citoyens doivent être aussi soutenus. Où est l'élite africaine? Et je pense que ça c'est important d'en parler, même s'il nous reste quelques minutes. Mais il en fait partie, en fait. En fait, la question était directement adressée à vous, c'est ça la réalité. Albert, tu as fait raison. Hein. On se rend compte, j'avais parlé un petit peu avant, les populations africaines sont dans un profond malaise. Mais elles n'arrivent pas à trouver un relais pour non seulement exprimer ce malaise-là, mais aussi proposer des solutions. Là, on a parlé des dirigeants, des politiciens, entre guillemets, qui roulent pour leurs propres intérêts, et la population qui se retrouve laissée pour compte. Mais maintenant, entre les populations et les dirigeants, normalement, il y a aussi des intelligentsias qui devraient essayer de montrer d'autres possibilités. Un des problèmes qui se passe, c'est que depuis 1990, le mouvement dont je vous ai parlé de la campagne mondiale néolibérale a complètement acheté les intelligences africaines, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les ONG, en particulier les ONG, parce que les ONG défendent cet agenda-là. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de réflexion. Donc la dichotomie, c'est soit alors dictature ou démocratie.
Et soit alors c'est démocratie comme elle se passe tout le temps, ou alors le Rwanda, la dictature, et personne qui vient, qui essaie de regarder au-delà de cela, de quoi on a besoin aujourd'hui et comment s'organiser pour y arriver. Alors je pense qu'il y a aussi une question qui revient, à savoir est-ce que réfléchir en Afrique, est-ce que ça permet de vivre finalement. Et la raison pour laquelle je pense que certains de ces éminents penseurs vont vers les ONG, vont vers les Nations Unies, vont finalement en Europe et ailleurs, c'est aussi le fait que voilà. Quand on était colonisé, c'était pire. Et pourtant, il y a une intelligence africaine qui n'a pas mangé dans la main du colonisateur. C'est elle qui a porté les mouvements de libération et d'indépendance. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà. Mais il y a des choses qui commencent à se dessiner. Hein. Par exemple, les mouvements citoyens, même si finalement ils se font récupérer un petit peu par le mouvement démocratique, entre guillemets, mais les mouvements citoyens, que ce soit au Sénégal ou même au Congo en particulier, réagissent en même temps contre les partis politiques, mais le plus intéressant, c'est aussi contre les ONG. D'accord. Parce qu'ils disent que ce soit les partis politiques ou les ONG ne nous apportent pas de solution. Malheureusement, eux-mêmes sont balbutiants, ils n'arrivent pas encore à trouver à mon sens, des solutions efficaces. D'accord. Nous approchons de la conclusion de cette émission. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent et qui suivent la discussion et qui font une discussion non pas parallèle, mais qui disons, rajoutent, contribuent à cet échange. Juste une question, est-ce qu'on en est à ce point où nous avons des élections basées sur les programmes politiques en Afrique? C'est l'un des éléments qui revient beaucoup. Est-ce qu'on vote en fonction des programmes? Est-ce qu'on vote en fonction d'intérêts peut-être à court terme, à long terme, à moyen terme? Quelle est la tendance actuelle aujourd'hui? Je pense que en ce qui concerne encore une fois de plus l'Afrique francophone, il y a plutôt d'autres critères. On est de la même région, on parle la même langue. Voilà, je pense que c'est plus cela qui est mis en avant, plutôt que... je ne parle pas seulement des élections présidentielles, hein, il y a les élections locales, les législatives, les municipales, et tout. Voilà, ne votez pas l'autre parce qu'il n'est pas de notre religion, ne votez pas l'autre parce qu'il n'est pas de notre région, je suis le fils, je suis là, voilà. C'est plus ça qui est mis en avant, il n'y a pas de programme en tant que tel, je ne pense pas. C'est pour ce que nous avons vécu, pour ce que nous vivons, généralement, voilà, ou s'il y a un semblant de programme, ce sont des choses génériques, hein. Je vais construire des routes, je vais faire des hôpitaux, nous allons permettre aux jeunes d'avoir des emplois, point bas, et le reste, c'est le discours qui revient le plus souvent, c'est « je suis le fils de la région ». Et pourtant, on a donc une population qui est beaucoup plus éduquée. Alors qu'est-ce qu'il faut, juste un mot chacun peut-être, qu'est-ce qu'il faudrait, et je tiens à dire un mot, juste un mot, qu'est-ce qu'il faudrait pour que notre jeunesse et les plus matures s'intéressent finalement aux questions de développement, aux questions quel est le meilleur choix pour mon pays, pour aujourd'hui, pour demain? Je dirais que quand on interroge les populations, et je pense que le docteur Kimono faisait référence à ça tout à l'heure, les choix des populations sont très clairs et sont très clairs sur le thème de les conditions de vie s'améliorent. Ce qu'il faudrait, je pense, c'est que, pour moi, le combat fondamental, c'est que les peuples trouvent le moyen de reprendre leur souveraineté. Et à ce moment-là, je pense qu'on se rendra compte que les aspirations des peuples coïncident avec celles des élites, une fois que celles-ci ont la main sur le volant. D'accord, parfait. Nous devons nous en arrêter là, malheureusement. Nous avons eu une discussion très riche et très enrichissante. Et bien sûr, la discussion continue encore une fois sur tous nos médias et les médias sociaux et sur la télévision rwandaise, bien sûr. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions et à poser des questions à nos panélistes. Je pense que la majorité d'entre eux, vous les connaissez. Et vous connaissez sur quel Twitter handle ils sont. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Et voilà, le plus important, c'est un peu la souveraineté. Et c'est vous, citoyens, qui avez le futur de votre pays entre vos mains. Merci à vous tous. Merci. Et à très bientôt.